Voilà, bonsoir à toutes et tous. Je ne sais pas si toutes les personnes qui sont ici, probablement quelques-unes étaient venues à la présentation précédente, sur la formation précédente que Nicolas avait donnée sur, disons, la monnaie en général, la création monétaire, système bancaire, etc. Donc, cette séance-ci est la deuxième d'un cycle de 3 formations. La première, donc, comme je l'ai dit, portait sur la création monétaire en général, le système bancaire. La deuxième, ici, va parler d'alternatives, et la suivante aussi. Les alternatives, aujourd'hui, on va présenter, disons, deux axes différents. Une que Bruno va présenter est sur les monnaies locales, en rappelant, en commençant son exposé par un rappel de ce qu'est la monnaie, et puis pour prolonger sur les propositions déjà diverses et nombreuses en monnaie locale, les diverses expériences qui ont lieu, avec avantages, inconvénients, etc., et surtout avantages qu'on peut y trouver. Et ensuite, Nicolas, lui, prolongera sa présentation de la fois dernière en parlant des monnaies pleines, ou quel que soit le nom qu'on leur donne. Enfin, tu donneras un petit peu en détail. Voilà, les différentes façons et les différentes approches sur le concept qui va apporter et qui est une autre alternative possible. Parmi la panoplie des idées qui circulent sur la monnaie, il y en a quand même beaucoup diverses et variées, parfois contradictoires. Mais ici, jusque maintenant, on ne sera pas trop contradictoire, je pense. Ce sera assez convergent, mais ce sera différents types de solutions dans la boîte à outils qui se présente à nous. La fois prochaine, il y aura une autre présentation d'une autre type de solution sur les crypto-monnaies. Je ne vous en dis pas plus, comme ça, si vous êtes intéressé de voir ce qui se passe dans cette direction-là, ce serait intéressant de rester à l'affût et de mettre ça à votre agenda. Voilà, merci. Donc en fait, c'est vrai que ce soir, on va parler de monnaie, c'est sûr. Donc qu'on parle de monnaie locale, monnaie pleine, eh bien quelque part, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver des solutions alternatives qui sur la forme sont assez différentes, mais qui rejoignent finalement les mêmes buts. Alors, moi je vais faire la première partie, Nicolas fera la deuxième partie, et moi je vais présenter les monnaies locales, la monnaie locale. Alors, si on peut avoir un point commun, c'est évidemment la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie? C'est une question assez fondamentale parce qu'on utilise tous les jours de la monnaie et on ne se pose pas toujours la question de savoir mais quelle est la réelle nature de la monnaie. Souvent la monnaie est définie par ses fonctions. Ça sert à épargner, ça sert à talon de valeur, ça sert à échanger. Mais qu'est-ce que vraiment la monnaie? On va en parler justement. Alors est-ce que la monnaie, depuis quand elle existe? Eh bien, j'ai l'impression qu'elle existe depuis tout le temps. Elle existe depuis... eh bien, qu'on a commencé à échanger. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le partage. On partageait, et en partageant, justement, on considérait en fait qu'on faisait une distribution des valeurs par rapport aux besoins des gens. Mais ensuite, on s'est spécialisé, on est arrivé à moins de 10 000 ans avant Jésus-Christ, on a commencé à faire de l'agriculture, à maîtriser la nature, et là, on a plutôt été vers ce qu'on appelle l'échange. Voilà. L'échange, donc, qui est basé sur la production de valeur, qui s'est imposé par rapport au partage, qui lui, donc, est basé sur le besoin. Donc depuis quand existe la monnaie? Depuis le moment où on échange. L'idée de dire qu'on est passé du troc à la monnaie, c'est faux. Parce qu'il y a eu toujours du troc, il y a toujours eu de la monnaie. Simplement, je dirai plus tard, c'est que le troc, on le faisait avec des gens qu'on ne connaissait pas, alors que la monnaie, comme c'est basé sur la confiance, je le dirai tout à l'heure, se faisait donc avec les gens qu'on connaissait. Donc les deux raisons justement de ce passage de l'échange, du partage à l'échange, c'est la spécialisation des métiers. Donc il y avait des agriculteurs, puis il y avait d'autres types de métiers, et puis il y avait également le fait de dire, il y a le fait que moi je suis agriculteur et que je produis autant de céréales ou autres, je considère que ça m'appartient, c'est ma possession. Ce sont des possessions de valeur. Et à partir du moment où on a eu cette idée de possession, eh bien, forcément, on est passé à l'échange, le partage ne pouvait plus fonctionner à ce moment-là. Alors, ça, c'est des notions fondamentales au niveau donc, de la partage et de l'échange. Et à partir de ça, j'ai essayé
de définir ce qu'était la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie? Ouais. J'ai beaucoup lu par rapport à ça, il y a évidemment plein de choses qui ont été dites, mais pour moi, et je vais l'expliquer, la monnaie est une mémoire de dette d'une valeur convenue dans un collectif. Le collectif peut être considéré comme une communauté dans laquelle on a confiance. La monnaie est une mémoire. Ça, c'est clair. Le mot moneo, en latin, veut dire faire souvenir. Donc c'est clair, c'est une mémoire. C'est pas toujours évident à concevoir, mais simplement la monnaie, c'est un rappel, c'est pour dire, tu me dois quelque chose ou je te dois quelque chose. Ça, c'est la mémoire. Ça, c'est la monnaie. Et la monnaie, après, peut prendre différents types de supports, comme des billets, comme même l'or à un moment donné, même l'argent. Mais au départ, la mémoire est une mémoire, la monnaie est une mémoire, et une mémoire de quoi? Ben, je l'ai dit, donc une mémoire de dette. Elle a aussi donc une valeur, on a parlé des valeurs, donc une valeur convenue, qu'on retrouve souvent, par exemple, pour les monnaies classiques par rapport à un étalon. Donc il faut évidemment, pour pouvoir échanger, il faut pouvoir valoriser les biens. Et puis surtout, et je pense que Nicolas va aussi insister là-dessus, dans un collectif. Évidemment, quand nous avons des monnaies comme l'euro, où le collectif, finalement, ça correspond à toute la zone euro, ben, on n'a plus très bien cette notion de collectif, mais en fait, au départ, la monnaie, comme elle se faisait par rapport à la confiance, elle se faisait par rapport à un collectif. On se connaissait. Et c'est pour ça qu'on pouvait échanger. Donc, voilà, donc c'est pour rappeler que l'on me doit l'équivalent de ce que j'ai donné au collectif. Voilà ce que c'est que la monnaie. Alors, la monnaie est basée sur la confiance, car elle n'a pas ou peu de valeur intrinsèque, mais une valeur d'échange convenue. Et s'il n'y a pas de confiance, eh bien, je l'ai dit, on utilise le troc. C'est-à-dire, moi je trouve que le troc est un mot qui est pas très beau. En fait, troc vient du mot tromper, troquer. C'est ça. Et donc, le troc, pour moi, ce serait mieux de dire un échange instantané de deux valeurs entre deux vendeurs-acheteurs. Voilà. Mais pourquoi on utilisait le troc? Et on a toujours utilisé le troc parce que, soit on n'avait pas confiance dans la monnaie en question, bah oui, peut-être qu'il y a 10 000 ans, c'était je ne sais pas, des coryces, des coquillages ou des bouts de bois, mais il fallait évidemment qu'on connaisse évidemment cette valeur convenue. Et si ce n'était pas le cas, ben on dit non, nous on n'échange pas contre une monnaie, on échange directement contre un bien réel. Et c'est pour ça qu'on utilisait le troc. Donc quand on n'avait pas confiance dans la monnaie, ou quand on troquait, enfin, échangeait avec un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas dans le collectif, on utilisait le troc. Donc le troc a existé en même temps que la monnaie, et la différence, c'est simplement la confiance. Ne pas dire il y avait le troc et après la monnaie. Alors, si maintenant on réfléchit sur la nature même de la monnaie, ben nous avons les 4 mots pour moi qui sont fondamentaux, qui correspondent bien à la monnaie. J'insiste, hein, la mémoire, la dette, un étalon de mesure, donc on a dû donner un prix aux valeurs, et puis bon, il y a le collectif qui est toujours là parce que quelque part c'est fondamental par rapport à la définition. Alors, on a déjà défini maintenant ce que c'était la monnaie. On va maintenant passer donc, à la monnaie locale. Alors la monnaie locale, bah oui, une fois qu'on a défini la monnaie locale, c'est le côté local. C'est-à-dire que c'est un moyen d'échange localisé qui n'est échangeable que dans un réseau de membres. Voilà. Et ces réseaux de membres, c'est un groupe de personnes qui ont une carte de membre et qui donc ont la possibilité d'échanger. Et que ces membres soient des consommateurs ou des prestataires, ils font partie, donc ce sont des membres. Donc c'est bien une monnaie localisée. Alors qu'est-ce qu'on entend par monnaie localisée? C'est toute la question, c'est tout le débat. Qu'est-ce qu'une monnaie localisée? Qu'est-ce qu'une monnaie locale? Est-ce que c'est par rapport à un territoire? C'est par un groupe de personnes? Est-ce que c'est par rapport à une région? Tout ça évidemment est en discussion, mais l'idée c'est que cette monnaie simplement locale, eh bien, elle reste quelque part localement et elle ne s'en va pas dans ce qu'on peut appeler par exemple des paradis fiscaux ou encore des choses beaucoup plus éloignées. Alors, maintenant, la monnaie locale, je peux te dire, je vais faire un truc pour la monnaie locale. Je vais vous dire, voilà, j'ai un billet de 10 euros. Qu'est-ce que c'est ceci? C'est quoi ça? C'est une monnaie nationale qu'on peut utiliser, même supranationale. Hein, on peut l'utiliser partout. Si je prends un cachet et que je mets uniquement échangeable dans la commune de Saint-Gilles, par exemple, vous allez dire, mais c'est un peu bête, j'ai une monnaie avec laquelle je peux acheter ce que je veux dans l'Europe, et là, je vais restreindre ma monnaie avec un cachet pour uniquement l'utiliser qu'à Saint-Gilles. Ça ne va pas. Eh bien, c'est ce genre d'argument qu'on entend souvent, des gens qui disent « Ah ouais, mais la monnaie locale, on revient au troc, on va se limiter dans ses achats, on va perdre du pouvoir d'achat. »
donc moi je trouve la monnaie locale, je ne suis pas d'accord. Eh bien, c'est justement par rapport à ça qu'il faut trouver des arguments pour dire non, la monnaie locale, ça permet de faire des choses très intéressantes, et c'est pas du tout simplement une réduction du pouvoir d'achat, c'est pas un biais de Monopoly, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Je vais vous donner maintenant les 5 grands avantages qu'ont une monnaie locale, et on va les passer en revue. Le premier est augmenter collectivement le rapport de force, donc le respect du consommateur. Au début, j'avais mis le pouvoir de force, enfin le pouvoir, mais c'est plus simple de mettre le rapport de force, c'est-à-dire que ce qui est extrêmement important à comprendre au niveau des monnaies locales, c'est qu'il faut raisonner, non pas de manière individuelle, parce qu'à ce moment-là, on vous dit, on ne comprend pas très bien pourquoi on va réduire son pouvoir d'achat, il faut raisonner de manière collective. Si on raisonne de manière collective, à ce moment-là, on commence à vraiment comprendre les avantages d'une monnaie locale. Parce que je prenais l'exemple d'une pomme tout à l'heure en disant, mais si vous voulez par exemple acheter des pommes localement, voilà, locales, vous dites à votre commerçant, ben moi j'aimerais bien pouvoir acheter des pommes qui viennent de la région. Bon, si vous êtes tout seul, le prestataire il va dire, ben oui, vous êtes tout seul, sincèrement, je n'ai pas changé la qualité de mes pommes ou la provenance de mes pommes, c'est comme ça, quoi. Mais s'il y en a 1, 2, 3, 10, 20, 50 qui disent, voilà, moi je vais bien acheter chez toi des pommes locales, mais alors avec une monnaie locale, la personne va dire, le prestataire, à un moment donné, mais je vais peut-être à un moment donné mettre dans mon étalage des pommes qui viennent de la région. Donc ça veut dire quelque part que la monnaie locale, si on raisonne collectivement, va pouvoir donner donc un rapport de force pour changer ce qu'on appelle la chalandise, c'est-à-dire la distribution des produits. Et ça c'est très important, parce qu'à ce moment-là, vous allez faire correspondre quelque part vos besoins, vos envies, presque vos convictions par rapport aux produits que vous pouvez acheter. C'est important d'avoir une influence sur la distribution des produits, pas simplement sur la production. Et donc cette monnaie locale, globalement, va faire que des prestataires vont peut-être s'installer avec des produits locaux, ou des prestataires qui existaient déjà vont changer leurs produits pour pouvoir plus correspondre à ce que la monnaie locale exige, voilà, tout le collectif de la monnaie locale. Et pour ça, souvent cette volonté justement de changer les choses, de changer la chalandise, on le retrouve dans ce qu'on appelle la charte. Je ne vais pas trop revenir dans les détails, mais la charte qui est vraiment la constitution même de la monnaie locale, qui veut dire voilà quels sont nos intérêts, qu'est-ce qu'on veut trouver dans cette monnaie locale. Alors on peut parler évidemment de consommer localement, mais on peut aussi lutter contre la pauvreté, on peut aussi faire plus de bio, plus d'éthique, etc. Et bon, ça c'est ce que vous définissez dans votre charte. Mais ça je ne reviens pas trop sur ça, parce qu'on ne va pas parler justement de comment on fait une monnaie locale, ça c'est peut-être pour après. Mais le fait de dire qu'on s'engage et on agit collectivement, eh bien si on veut faire ça, eh bien s'il y a une monnaie locale qui existe dans votre région et que vous dites « Ah, moi je n'ai pas besoin de monnaie locale », eh bien c'est parce que vous ne voulez peut-être pas, ou en tout cas vous n'êtes pas prêt à vous engager et à agir collectivement, parce que c'est la meilleure façon de s'engager lorsque on peut utiliser une monnaie locale et qu'on peut augmenter ses achats en monnaie locale. Donc le premier point positif, le premier grand avantage, c'est d'augmenter collectivement le rapport de force et donc de mieux se faire respecter en tant que consommateur. Parce que c'est bon. C'est le premier point. Question très précise, oui. La chalandise. Non, c'est la chalandise. C'est la chalandise. D'accord. Non. Ok, ça va. Mais... Effectivement, je m'étais trompé par rapport à ça, mais bon, ça ne s'entendait pas. Mais... Donc la chalandise. Si, c'est bien. Si. Pas importe, bon, ça va. Okay. Question très précise, très précise. Le deuxième point, donc le deuxième avantage de la monnaie locale, c'est effectivement de créer des liens sociaux avec les membres de l'association. Donc on revient de nouveau dans le collectif, une fois de plus, mais d'un collectif en intérieur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez une monnaie locale, quelque part vous avez une espèce d'un état d'esprit. Les personnes qui utilisent la monnaie locale, vous les connaissez peut-être, en tout cas vous allez apprendre à les connaître. On peut faire des petites fêtes après, pourquoi pas, des réunions où on parle de monnaie locale, comment améliorer les monnaies locales, etc., avec les prestataires, avec les consommateurs, et ça crée des liens. Voilà, ça c'est sûr. Et il faut savoir que, je le mets dans le slide, toute réalisation dans ce monde a commencé par une simple idée partagée. Et c'est vrai que si on crée une monnaie locale, eh bien, il y aura peut-être des gens qui vont avoir des idées
de faire, donc de faire des produits ou de distribuer des produits qui correspondent justement donc pas à leurs besoins, en tout cas à leur esprit. Et ça peut commencer justement 2-3 personnes qui discutent au comptoir justement d'un échange de monnaie locale, en disant tiens, moi je trouve qu'on pourrait éventuellement faire tel ou tel magasin ou un point justement où on pourrait réunir toutes les productions locales. Et donc ça peut se faire, tout ce qui est grand a été un jour petit, donc quelque part créer des liens, ça crée aussi des initiatives qui vont dans le sens d'une meilleure consommation à prendre au sens large, parce qu'évidemment c'est toujours, quand on parle de meilleur, c'est toujours relatif. Alors, troisième avantage, et c'est un avantage qui est très connu par rapport aux monnaies locales, c'est relocaliser l'économie. Ça, effectivement, c'est un point qui est très souvent mis en valeur, et c'est normal, parce que c'est pratiquement un des buts premiers, en tout cas au niveau de l'économie, au niveau du commerce, de relocaliser l'économie. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de relocalisation, ce qu'il faut comprendre par rapport à la monnaie, c'est que ce n'est pas c'est pas vraiment la monnaie, c'est pas la production qui crée la richesse, c'est l'échange. C'est l'échange de valeurs, c'est ça qui enrichit. Échanger des valeurs enrichit. Donc c'est très important. Donc relocaliser l'économie, ça veut dire que je vais échanger localement, et donc la richesse de cet échange va rester au niveau local. Mes dépenses vont devenir les recettes d'un autre prestataire qui va devenir de nouveau les dépenses, de nouveau les recettes, etc. Et donc quand on fait le chemin, eh bien, on se rend compte que cette richesse qui va donc s'agrandir par le nombre d'échanges reste localement. C'est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire que si vous produisez des pommes de terre, si vous ne les vendez pas, vous n'allez pas vous enrichir. Donc il faut bien que vous échangez vos pommes de terre contre quelque chose d'autre pour pouvoir vous enrichir. Sinon, la production en tant que telle, vous avez 10 000 tonnes de pommes de terre, vous ne les vendez pas, il n'y a pas d'enrichissement. C'est bien l'échange qui enrichit. Mais c'est très important parce qu'on avait tendance à dire non, c'est la production qui enrichit. Non, il faut pouvoir la vendre et l'échanger. Alors, et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente les richesses sur le territoire. Aussi bien donc en qualitatif qu'en quantitatif. Quantitatif parce que ça augmente le nombre d'échanges. Je ne vais peut-être pas revenir trop là-dessus, mais c'est vrai qu'une monnaie locale circule plus vite qu'une monnaie nationale. Donc, ça augmente en quantitatif. Et en qualitatif, on l'a dit tout à l'heure, si vous avez des produits locaux plutôt que des produits qui viennent de Chine ou d'ailleurs, ça augmente de manière qualitative votre production. D'ailleurs, on peut donner cette image, que moi je trouve très intéressante, dans le sens où souvent il y a des grands centres commerciaux un peu partout maintenant en Belgique. Eh bien, on peut considérer que si vous échangez, vous dépensez de l'argent dans un centre commercial où on y trouve pratiquement exclusivement des marques internationales, mais l'argent que vous dépensez dans ces magasins, eh bien, c'est un peu comme un pipeline qui est au-dessus du centre commercial et qui fait que votre monnaie s'en va. Et elle s'en va où? Dans les bénéfices des sociétés multinationales, dans les placements, dans les hedge funds, etc. Alors que si vous utilisez une monnaie locale, eh bien cette monnaie va presque irriguer, si vous voulez, l'endroit par les petits commerces, et cette monnaie va rester localement, et donc, comme je le répète, va enrichir localement. Mais toujours de manière collective aussi. Donc c'est collectivement qu'on s'enrichit. Parce qu'en général, les prix restent les mêmes. Je pense pas on peut imaginer je pense pas que ça peut coûter plus cher en monnaie locale qu'en euros. On pourrait même imaginer le contraire et que le producteur, les prestataires fassent un effort pour que le produit acheté en monnaie locale soit un tout petit peu moins cher. Pourquoi pas? C'est sa décision. Voilà. Donc le troisième point, le troisième avantage, c'est relocaliser l'économie. Ça, je pense que c'est assez compréhensible parce que c'est un peu l'argument qu'on utilise pour les monnaies locales, mais je vous dis, il n'y a pas que celui-là. On vient d'avoir deux autres et il y en a encore deux autres. Ce n'est pas une discussion, c'est un complément. Oui. L'impact écologique, c'est un point de vue. Non, sincèrement, c'est un point de vue. C'est pas spécialement automatique avec les monnaies locales. Ça dépend de ce que vous mettez dans votre charte. Mais c'est effectivement souvent mis en évidence. Mais on peut avoir, justement, relocaliser l'économie, on peut avoir uniquement l'idée que le centre-ville, par exemple, reprenne des couleurs, et on ne fait pas attention pour savoir si c'est des produits écolos ou pas, etc. Mais si le départ, c'est vraiment pour dire on veut redynamiser le centre-ville, à ce moment-là, c'est ça qui est le plus important. Et même s'il y a des commerces
qui vendent des produits comme des bananes, des choses comme ça, ben, on ne va pas leur dire, attendez, mais si c'est pas écologique ou c'est pas local, ben, tant pis. Le but, c'est quand même de revitaliser le centre-ville. Donc, c'est pas automatique, hein, mais c'est une bonne réflexion. Alors, autre chose, et là, c'est un peu plus global. Là, on va dire, s'il y a une monnaie locale un jour existe de manière très importante dans une région, on utilise 50-60% de ses achats en monnaie locale, on peut toujours rêver. J'ai fait un petit tableau là qui veut dire aussi que la monnaie donc, peut résoudre les problèmes de rareté aussi. On peut avoir une abondance au niveau de la production si on a peu de monnaie, enfin, s'il y a peu de production monétaire, si on est en déflation, hein, exactement, eh bien, on ne sait pas consommer, tout simplement parce qu'il y a un manque d'argent. Et donc le fait d'avoir ne fût-ce qu'une seconde monnaie, donc il y a une monnaie locale, une monnaie nationale puis une monnaie locale, eh bien s'il y a une diminution, s'il n'y a pas assez de monnaie en création monétaire ou en crédit, hein, eh bien on peut compenser, allez, je veux dire de manière marginale, c'est vrai, par une monnaie locale. Et on a des exemples très précis dans l'histoire, je vais en parler, en Allemagne en 1932, où il n'y avait pas de problème de production, mais il y avait un gros problème de déflation, il y avait un manque de devises, et ce qu'on a vu apparaître de manière presque automatique, eh bien, les collectifs, les gens ont créé des monnaies locales, et ça a plutôt, à ce moment-là, bien fonctionné. Donc, quelque part, une monnaie locale peut aider aussi à diminuer la rareté ou pour créer carrément une abondance. À partir du moment où il y a une abondance aussi au niveau de la production. Donc production, abondance, distribution, abondance, rareté au niveau de la production, ben, si on fait rareté, abondance, on a toujours une rareté, c'est vrai, mais si on fait une abondance de production et rareté de distribution, ben là on aura une rareté, alors que ben, si on ajoute une monnaie locale, ben, on pourrait diminuer cette rareté. Voilà. Ça à débattre aussi, on peut en discuter par après. Et cette idée est importante, hein, donc il ne faut pas toujours se focaliser sur le local, au niveau même économique, même au niveau des concepts économiques, la monnaie locale a sa place. D'ailleurs, Bernard Liétard, qui est un grand économiste qui s'est beaucoup basé qui a beaucoup travaillé sur la monnaie, il dit qu'il faudrait au moins une deuxième monnaie pour que le système soit plus résilient. Parce que comme ça, s'il y a une monnaie qui a des difficultés, on peut utiliser l'autre. Il y a, je pense, à ma connaissance, un seul pays, et je pense que je peux me tromper, qui a deux monnaies nationales, je ne sais peut-être pas, c'est la Suisse, qui a le franc suisse et le vire. Alors, le vire, c'est une monnaie uniquement entre producteurs, mais les producteurs, effectivement, quand par exemple le franc suisse est un peu trop haut, ou là, peu importe, ils peuvent utiliser une autre monnaie. Et donc, à partir du moment où vous avez deux monnaies, et je veux dire, idéalement une monnaie pour investir, accumuler, et une monnaie pour distribuer, plutôt pour circuler, pour dépenser, ben vous avez déjà un système économique qui se porte déjà un peu mieux. Donc là, vous voyez que la monnaie locale peut avoir des influences assez importantes sur l'économie en général. Cuba aussi. Pardon? Cuba aussi. Cuba, ils ont d'une part le dollar, enfin l'équivalent au dollar, non, ça a changé, et une monnaie nationale. Voilà, effectivement. Donc il y a effectivement une deuxième monnaie au moins. Je le disais, hein, à ma connaissance, je ne le savais pas. Là, je pense que c'est par rapport évidemment aux touristes qui viennent avec des moyens beaucoup plus élevés et des gens sur place qui ne peuvent pas utiliser le dollar ou l'équivalent du dollar pour pouvoir consommer. Quoi. Mais voilà une solution par rapport à une situation économique qui est résolue par le fait qu'il y ait deux monnaies. Je pense que ce sera tout. Alors, il y a peut-être encore un élément, mais peu importe. Par contre, ce qui est important à dire aussi au niveau des monnaies locales, c'est que ça demande une discipline. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est tellement facile de pouvoir utiliser l'euro pour acheter ce qu'on veut. Là, c'est clair que les personnes qui veulent s'engager de manière collective et de manière individuellement, mais pour les collectifs, eh bien, doivent faire l'effort de transformer sa monnaie nationale en monnaie locale. Je voudrais quand même insister ici, où je ne l'ai pas fait, là on parle d'une monnaie locale qui serait ce qu'on appelle une monnaie locale complémentaire, donc c'est-à-dire qu'elle serait échangée contre de l'euro. Après on peut peut-être discuter de d'autres types de monnaies locales qui sont basées sur le temps, mais là ça serait un peu compliqué. Ici on parle donc d'une monnaie qui est basée sur l'euro, et donc faire se forcer pour dire voilà, je vais prendre de la monnaie locale plutôt que de prendre de l'euro, eh bien c'est une autodiscipline. Mais si vous voulez faire quelque chose et changer des choses, même de manière très petite, ben voilà, c'est très bien.
En plus, vous pouvez vous-même jouer sur le fait de dire, ben, cette année, j'ai dépensé 20% en monnaie locale de mes achats, pourquoi pas l'année prochaine 30%, pourquoi pas 40%, et j'oriente alors à ce moment-là ma monnaie vers une production qu'elle soit éthique, écologique, plus respectueuse au niveau social ou au niveau de la localisation du marché, etc., au niveau des prestataires. Donc voilà, je parlais de 5, mais là je pense qu'on est qu'à 4. Mais c'est la même chose, de toute façon. Maintenant, quelques informations plus générales sur la monnaie locale, donc en dehors des avantages que j'ai donnés. Oui, oui, mais justement, le 5e. Oui, oui, c'est ça, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que peut-être la 5e, c'est peut-être. Non, je ne peux pas improviser, mais c'est-à-dire qu'elle vient dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça libère du système monétaire. C'est-à-dire que si on veut quelque part être un peu libéré du système monétaire qui est unique, en plus nous on a une monnaie unique ici en Europe, eh bien le 5e avantage c'est que on a un peu plus de liberté quand on peut utiliser une seconde monnaie, voire une 3e monnaie, que si on peut utiliser qu'une seule monnaie. Donc on va dire que le 5e élément, le 5e avantage c'est la liberté qu'on peut acquérir grâce à la monnaie locale. Alors quelques précisions par rapport à la monnaie locale, je viens de le dire, donc la monnaie locale la plus répandue est la monnaie complémentaire à l'euro. Une unité de monnaie locale égale 1 euro. Pourquoi? Parce que c'est facile au niveau des comptes. Les prestataires, en fait, ont exactement la même comptabilité, ça ne change rien du tout, il n'y a que la caisse. Donc ils auront une caisse évidemment en monnaie locale et une caisse en monnaie comme l'euro. Mais bon, ça ne change pas grand-chose, c'est la seule contrainte qu'il y a par rapport à ça. Et puis c'est un système qui, pour des raisons légales, aussi est favorisé parce que c'est beaucoup plus facile et ça donne toujours évidemment l'euro comme étant une monnaie de base importante, et on pourrait même dire que l'euro est renforcé par les monnaies locales, parce que l'euro, lui, va servir plutôt d'or, en fait, finalement, de réserve par rapport à une monnaie qui circule, qui est donc une monnaie, qui est la monnaie locale. Et là, on arrive sur les lois de Gesham, c'est ça, en disant voilà, que c'est Gesham, oui, c'est la mauvaise monnaie chasse la bonne, quoi. Donc on va thésauriser plutôt la bonne monnaie, et par contre, on va utiliser la monnaie locale en circulation. Bon, là, c'est un peu d'économie aussi, quand même. Donc j'achète de la monnaie en euros, la monnaie locale en euros, la monnaie locale est convertible à l'euro, ouais, effectivement. Donc c'est-à-dire que si vous avez de la monnaie locale et que vous voulez retrouver de l'euro, pas de problème, vous pouvez de nouveau convertir votre monnaie locale en euros. Alors il n'y a pas de pièces en monnaie locale, ça c'est un petit détail. La petite monnaie est rendue en euros. Donc il n'y a que des billets, hein, il n'y a que des billets en monnaie locale. Je vais peut-être en montrer un tout à l'heure. Donc c'est important de savoir ça aussi. D'ailleurs, on pourrait imaginer, mais ça j'ai imaginé que si on payait par exemple en monnaie locale, eh bien, on pourrait imaginer que les prestataires, les commerçants disent voilà, ben, nous ici on ne vous rend pas la monnaie, on vous la donne. Et donc si on a une dépense de 15,20 € ou de 20,20 €, eh bien, quelque part, en payant 20 € en monnaie locale, enfin l'équivalent, on laisse tomber les centimes. Et donc ce serait un petit avantage, un petit plus pour utiliser cette monnaie locale. C'est un exemple parmi d'autres. Il faut bien dire que comme la monnaie locale, je parlais de la liberté, elle est créée par le citoyen, et bien à ce moment-là, vous pouvez imaginer pas mal de choses qu'on ne peut pas imaginer. Je ne sais pas si vous avez vu le film Demain, on parle d'un billet de 21, et pourquoi pas. On pourrait avoir une base, plutôt de base 1, 2, 5, 10, avoir une base 1, 3, 12, 24, enfin bon, j'invente, mais on peut vraiment innover par rapport au support sur la monnaie locale. On pourrait même avoir, pourquoi pas, avoir la tête du roi, la tête d'un savant illustre, etc. Mais on peut mettre, pourquoi pas, une tête de quelqu'un qui est prestataire chez nous, voilà, comme vous voulez, quoi. Voilà. Donc, des questions précises sur le... Moi, c'est une réaction directement, mais si cette monnaie locale est directement convertible en euros, alors elle perd son sens, notamment de relocalisation, etc. Voilà, il y a moyen de la retransformer en euros. Et oui, mais pour... Oui, d'accord, mais si vous achetez de la monnaie locale, déjà, c'est pas pour la convertir en euros. C'est une première chose. Mais alors, et là, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a un taux de reconversion. Mais... On va garder ça pour le débat, ce n'est pas une question de compréhension, mais c'est vrai que c'est une question importante et on la reprendra. Monsieur a raison, il y a un taux de reconversion qui fait que vous perdez quand même en valeur, en pourcentage. Donc vous n'avez pas intérêt à reconvertir en euros. Mais vous pouvez le faire aussi. Alors, la monnaie locale est une monnaie pleine, c'est pour faire un peu le lien avec mon voisin,
C'est-à-dire que chaque unité locale est garantie par de l'euro, ce qui donne confiance. Théoriquement, en tout cas au départ, vous avez 1000 euros en dépôt, vous avez 1000 unités de monnaie locale. Maintenant, en fonction de la confiance, vous pouvez toujours éventuellement, si tout le monde est d'accord, faire plus de monnaie locale que d'euros. Attention à ce moment-là, qu'on ne perde pas confiance dans le système. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Je ne sais même pas si légalement c'est possible, je ne suis pas sûr. Mais voilà, il faut faire attention à ça. Ceci dit, il se pourrait aussi que les euros, on les investisse dans, par exemple, des biens physiques, comme des terrains ou des maisons. Et à ce moment-là, on aurait une monnaie locale qui n'est plus basée directement sur l'euro, mais sur un bien physique. Et allons plus loin, si l'euro, par exemple, n'a plus de valeur, bien la monnaie locale, elle resterait avec une valeur, parce qu'elle serait basée sur des biens physiques et non pas sur une devise. Et puis voilà, un autre point encore, c'est que la monnaie locale ne s'impose pas. Pourquoi? Parce que l'euro, lui, a un cours légal et forcé. Donc, quelqu'un qui va dans un restaurant et qui mange, etc., et puis le prestataire, le restaurateur dit, écoutez, ici, on ne paye qu'en monnaie locale, ben, pour moi, ça ne peut pas se faire. Il faut on ne peut pas interdire l'euro, l'euro a un cours légal et forcé, et quelque part, je pense que ce ne serait pas bien vu par des gens qui ne supporteraient pas la monnaie locale, donc elle ne s'impose pas. L'euro, lui, s'impose, la monnaie locale ne s'impose pas. Je pense que c'est une règle à appliquer parce que sinon elle sera peut-être rejetée par beaucoup de gens. Petite question précise alors parce que je termine. Désolé, c'est pour la compréhension. Oui. Il y a monsieur qui a un taux de conversion. Oui. Et si on parle de monnaie pleine, pour moi, monnaie pleine, c'est, comme vous l'avez cité, une unité de monnaie locale égale à 1 euro. Oui. C'est un taux de conversion plus à cette égalité. Mais le taux de conversion, il va pas dans le système même, c'est les 2-3% qu'on perd, il va pratiquement dans le groupe. C'est un petit bénéfice que fait le groupe par rapport à ça. Le taux de conversion est important. C'est pas la monnaie en elle-même qui va perdre 3%. Non, on est toujours, il faut être clair, une monnaie locale égale 1 euro. C'est un coût de rachat. Voilà, c'est un coût de rachat, un peu ça. C'est une espèce de taxe à la reconversion. Voilà, alors j'en parlais justement maintenant, donc la monnaie locale libère, on va dire que c'est le 5e point, le placement des dépôts en valeur non financière, on vient d'en parler, et aussi, bien pourquoi pas, on peut se transformer en banque et la monnaie locale peut octroyer des prêts par rapport au fonds de garantie en euros à des personnes qui n'ont peut-être plus accès aux banques traditionnelles, mais on pourrait le faire en euros cette fois-ci, parce que l'euro c'est la base, c'est ce fonds de garantie. Et tout en gérant évidemment les risques, comme n'importe quelle banque, évidemment, il ne s'agit pas de prêter à des personnes qui ne vont pas rembourser, sinon évidemment on perdrait confiance dans la monnaie. Quoi. Voilà, donc ça c'est pour la présentation, on va dire, des monnaies locales. On pourrait, donc ça je ne vais pas en parler, mais quand même ici, la monnaie locale en Belgique, est-ce que c'est des monnaies folkloriques? Comme on a la monnaie locale, on a la tarte locale, on a la bière locale, on a l'équipe locale au football. Bon, moi je pense que ça va bien au-delà de la monnaie folklorique, c'est quelque chose de plus important. Et pour votre information, il y a déjà des monnaies locales qui fonctionnent en Belgique, en tout cas en Belgique francophone. Les Pilorins en province de Luxembourg, le Valeureux à Liège, le Ropi à Mons, le Volti à Rochefort, le Talent à Louvain-la-Neuve, les Blés à Gréloiseau, et je pense bientôt le Lumsou à Namur, qui va certainement bien démarrer. Donc voilà, donc quelque part, quand on parle de monnaie locale, il y a des choses concrètes, et donc vous pouvez toujours vous informer en tapant ces mots-là sur Internet, vous allez avoir pas mal d'informations sur les monnaies locales. Vous avez une idée des volumes? Alors, il y a effectivement, je n'ai pas une idée, je veux dire, en termes de chiffres, mais ce qui est important à dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez une monnaie locale qui est utilisée par 1% des personnes dans un territoire, c'est un succès. Déjà, et plus qu'1%. On est à ça, certainement, je pense, pour quelques monnaies, c'est vrai, comme par exemple les Pilorins, mais c'est clair que c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Quoi. Quand c'est un gros succès, mais alors un énorme succès, c'est 10%. Et 10%, il y a certaines monnaies en Europe qui l'obtiennent, c'est par exemple le Schinkgauer en Allemagne, et également le Bristol Point en Angleterre, où là c'est un énorme succès, et ça a un impact direct sur l'économie locale, parce qu'il y a eu plein d'utilisations, enfin on utilise la monnaie locale pour plein de projets. Là c'est vraiment un succès. Allez sur Internet, vous allez voir, c'est même beau à voir.
Donc aussi le Totnes Pound, je pense. Voilà. C'est un Totnes qui est transition. Alors oui, il y a Robotkin aussi, effectivement, qui a effectivement un très bon score aussi, quoi. Ben justement, là, j'ai pris un peu tous les monnaies un peu étrangères, enfin étrangères, les monnaies locales. Le Chiemgauer en Bavière, le Bristol Point à Bristol, le Schko en Pays Basque. Alors ces trois monnaies, ce sont trois, donc je ne sais pas au niveau du temps, si on peut, je sais pas, ouais. Ah ben ça va. Là. Et donc le Chiemgauer, le Bristol et le Schko, ce sont des monnaies complémentaires donc à l'euro, voilà, donc classique. Et donc je vous ai dit, donc le Chiemgauer qui a été créé au départ dans une école, il fallait financer un centre, je sais pas, un centre sportif, une partie de. Et c'est l'école qui a eu cette idée de dire, voilà, on va collecter, on va utiliser une monnaie locale pour collecter les moyens pour créer un petit centre, un petit hall sportif. Et c'est comme ça qu'est né le Chiemgauer, et maintenant c'est un énorme succès en Bavière. Le Bristol Point, ben, on en parle, je pense que c'est ça, hein. Attendez, non, on n'en parle pas dans le film demain, on parle justement de Totnes, mais on en parle quand même beaucoup en Europe malgré tout. Et là, ce qui est extraordinaire dans le Bristol Point, c'est que le maire de Bristol se fait payer en monnaie locale, donc en Bristol Point. Et il faut savoir que justement, il n'est pas obligé d'accepter évidemment ça, c'est lui qui le veut. Il y a aussi pas mal de fonctionnaires qui le font également. Et en même temps, je pense, il faudrait que je vérifie, que certaines taxes locales peuvent être également payées en Bristol Point, ce qui veut dire que si vous avez d'un côté la possibilité de payer en monnaie locale des taxes par exemple, et en même temps d'avoir une rémunération en monnaie locale, c'est clair que c'est pratiquement un succès. C'est vraiment ces deux éléments-là font que vous avez une monnaie locale qui peut réussir. C'est par rapport aux monnaies? Enfin, directement, oui. Ouais, c'est juste par rapport au Finger, précisément, je ne suis pas sûr, mais est-ce que c'est la monnaie où, quand vous ne l'utilisez pas dans un certain temps, ça perd de valeur? Exactement. Exactement, et c'est l'essence même de presque du monnaie locale. Je ne voulais pas en parler pour pas trop compliqué. Ce qu'on appelle les monnaies fondantes, qui sont basées sur le travail qui a été fait par Silvio Gesell il y a pratiquement plus de 100 ans maintenant. Parce que c'est vrai que une monnaie locale, elle est faite pour circuler, d'abord et avant tout. Parce que là, ça me permet de rebondir en disant qu'une monnaie qui s'accumule, pour quelque part, c'est pas. Si on n'a que ça comme monnaie, ça peut poser problème. Si on a une monnaie qui circule, donc qui va plus vers l'échange et plus vers la circulation, voilà. Et il y a quelques monnaies locales, donc comme le Chiemgauer, mais je parlais aussi de la linière, par exemple, au Berry, une monnaie qui a été créée en 1957 et qui a été ressuscitée en 2016 et qui est également une monnaie fondante, c'est-à-dire que chaque mois, si vous n'utilisez pas cette monnaie, eh bien, il faut aller chercher un petit timbre que vous mettez sur votre billet de façon à ce qu'il garde sa valeur. Voilà. Mais là, c'est aller vraiment jusqu'au bout de l'idée de la monnaie locale. Merci. Comment ça s'appelle? La Linière. C'était un village dans le Berry. La Linière. C'est là où il y a le rendez-vous des ânes au mois de mai. D'ailleurs, j'étais présent. Bon, alors le Palmas, pour parler du Palmas, pourquoi? Parce que là, c'est aussi quelque chose qui est assez extraordinaire, parce que c'est toute une bande côtière qui a été expropriée, et donc les gens ont dû se délocaliser vers l'intérieur des terres, donc pour vivre évidemment dans des favelas. Ils ont créé une monnaie qui s'appelle le Palmas, c'est parce que c'est du côté de Palmyre, enfin après, peu importe. Et donc, ils pouvaient avoir des crédits en monnaie locale, sans intérêt. Et donc, ils pouvaient construire leur maison en faisant des crédits auprès d'une banque qui utilisait cette monnaie locale. Et donc, évidemment, ça a créé, une dynamique qui a permis à ce favela de devenir une région, non pas prospère, mais en tout cas nettement plus prospère que si c'était un simple favela, quoi. Alors, le Torequehagan, voilà, ça, je voulais quand même vous parler de ça, parce que c'est en Flandre, c'est pas loin d'ici. Et le Torequehagan a été créé par Bernard Liétard, qui a eu l'idée, simplement, on lui a dit, écoutez, on voudrait que les personnes autochtones, les personnes étrangères soient un peu plus intégrées par rapport à la communauté, on va dire, de base. Et en fait, Bernard Liétard a posé la question justement à cette population, qui sont principalement des populations turques et environ, et leur a dit, nous, on vient d'une région paysanne et on voudrait pouvoir faire on aimerait bien avoir des jardins. Et donc on dit, écoutez, c'est intéressant, parce que ce qu'on va faire, c'est que pour avoir des jardins, si vous voulez, on va vous louer les jardins, mais pour payer ces jardins, donc cette location, vous devez faire quelques petites prestations pour la commune.
eh bien, aussi bien les autochtones que les gens d'origine, eh bien, ils ont commencé à faire des prestations, que ce soit nettoyer les rues, nettoyer les canaux, etc., enfin plein de choses, même au niveau social, pour avoir l'autorecueil qui permettait de payer les loyers pour pouvoir cultiver dans un jardin. Et la chose a tellement bien fonctionné que maintenant, je pense qu'il y a même un restaurant qui utilise les légumes qu'ils ont fait dans ces jardins, et on peut donc payer en autorecueil pour se nourrir. C'est quand même intéressant. Alors, je terminerai par une expérience personnelle, parce que j'ai encore 2 minutes, j'espère. La Monétan, chez les grands voisins. Alors là, c'est actuel, c'est en 2017. Ce projet, malheureusement, va s'arrêter le 31 octobre, en tout cas, enfin, oui, en fin d'année, ici, 2017. Et en fait, les grands voisins, ben, c'est la ville de Paris qui a mis à disposition un centre hospitalier, mais un très gros centre hospitalier avec plusieurs bâtiments, à disposition de collectifs pour accueillir des SDF, pour accueillir des migrants, pour accueillir des populations difficiles, même femmes battues, etc. Et donc, ce lieu est devenu un lieu collectif et pas mal d'artisans sont venus également s'ajouter. Et on a pratiquement automatiquement créé une monnaie. La Monétan, Franco, elle est là, sur ta droite, je vais peut-être la faire distribuer. Mais cette Monétan, donc, qui n'est pas du tout basée sur l'euro, là vous avez par exemple 30 minutes, donc vous travaillez pendant 30 minutes et vous recevez un billet comme ceci. Et de nouveau, bah, on va dire, bah, c'est une mémoire, c'est pour te rappeler que j'ai travaillé 30 minutes sur un chantier, par exemple, et que j'ai droit donc à l'équivalent de 30 minutes pour un achat, pour acheter, pour consommer dans un restaurant qui se trouve sur le site, parce qu'il y a des petits restaurants qui se sont installés, ou alors il y a aussi un truck shop où on peut acheter des produits qui viennent d'une ressourcerie, et avec ça, quoi. Donc voilà, et donc ça a permis donc les gens justement qui étaient peut-être en précarité de pouvoir participer à ce fabuleux, ce formidable projet, et en même temps être valorisé, et valorisé comment? Par une monnaie locale. Parce que tout simplement, dans le projet même, collectif, il n'y avait pas d'argent pour rémunérer en euros les gens qui voulaient donc s'investir dans le collectif. Donc on a utilisé une monnaie locale, monnaie temps. Alors, c'est la monnaie temps, je ne sais pas si j'ai... ah bah oui, j'ai quelques caractéristiques, mais on va aller très vite, mais c'est pas évident parce que c'est vraiment donc une monnaie qui doit s'intégrer par rapport à l'existence même. Et donc, je veux dire par là qu'une monnaie locale, elle s'intègre vraiment dans une réalité. Et donc, c'est difficile de dire, voilà, on va faire une monnaie locale qu'on pourra photocopier, copier-coller, parce que là, par exemple, cette monnaie locale, eh bien oui, cuite de la valorisation en temps, c'est une monnaie temporaire, parce qu'elle va bientôt se terminer, l'espace est vraiment bien défini et limité. Le collectif est hétérogène parce qu'il s'agit aussi bien donc, des personnes précarisées que des jeunes entrepreneurs. Les services sont limités, cuite de bénévolat, est-ce que les gens vont encore faire du bénévolat, sachant que d'autres sont payés en monnaie locale, en monnaie temps. En plus, elle n'est pas reconvertible. Donc là, quelque part, il faudra absolument la dépenser sur le lieu et avant qu'elle ne disparaisse, avant que le lieu ne disparaisse. Donc voilà. Et donc, je voulais en parler parce que c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup marqué. Si vous allez sur Internet, vous tapez les grands voisins, c'est du côté du 14e arrondissement, et vous allez voir comment une monnaie locale, monnaie temps, enfin monnaie plutôt localisée à ce moment-là, peut développer donc un projet collectif. C'est le nom de la monnaie, ils ont pas trouvé, ils auraient pu trouver un autre nom, mais non, ils ne se sont pas creusé la tête, ils ont dit voilà, c'est une monnaie temps, c'est une monnaie temps. Non, c'est le nom de la monnaie, mais c'est aussi une monnaie, je veux dire de manière générique, une monnaie temps. La valeur de cette monnaie, c'est pas l'euro, c'est le temps. C'est-à-dire les gens utilisent une demi-heure de temps et ils reçoivent une monnaie équivalente qui leur permettra d'acheter en fonction de ce qu'ils ont travaillé. Voilà. Cette monnaie assez incroyable. Dans un collectif, il mettait par exemple tous les niveaux de tous les métiers, tout ça au même niveau, et ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de différence entre les gens, c'est justement, c'est un peu comme les selles aussi, hein. On ne fait pas la différence entre une heure de jardinage ou une heure de peinture ou une heure de cours de piano. Tandis que les autres monnaies, il y a cette différence des fois. Si on rentre un peu plus dans le débat pendant la compréhension, donc je propose qu'on passe d'abord à l'exposé de Nicolas, et puis vous gardez toutes ces questions-là vont ressortir, en fait, je compte sur vous, mais on va passer alors à Nicolas pour qu'il ait le temps aussi de... Et alors, il y aura peut-être des questions qui vont se chevaucher sur les deux exposés.
Bonsoir à tous, merci à Bruno pour cette première partie. Avant de commencer, je vais quand même toucher un mot sur les monnaies locales pour bien préciser que dans le cadre monétaire actuel dans lequel nous sommes, toutes les solutions sont bonnes à prendre et bonnes à considérer. Les monnaies locales, évidemment, ont tout un tas de vertus. J'ai moi-même des valeureux dans mon portefeuille, comme elles ont été expressément décrites par Bruno, telles que la résilience économique. Et tout simplement, je veux dire que quand on achète, quand on paye quelque chose d'une manière générale, qu'on utilise son billet dans un magasin, ça équivaut véritablement à un droit de vote. On a plus de pouvoir relativement à notre consommation, où on décide d'allouer notre revenu disponible plutôt que de choisir un gouvernement ou un autre. Voilà, parenthèse fermée sur cette question. Nouvelle petite précision aussi, on a mentionné monnaie pleine. Ici, ce n'est pas du tout le même sens que cela va avoir dans ma présentation, à titre indicatif. La théorie que je vais vous présenter s'appelle monnaie souveraine, c'est plutôt, je dirais, l'appellation, la dernière appellation en date. Elle est héritée de toute une avancée d'études économiques qui remonte au 100% monnaie d'Irving Fisher dans les années 30, qui a évolué, qui a été raffinée, qui a été améliorée, mais qui part des mêmes principes d'avoir, je vais vous l'expliquer en détail, mais à titre indicatif, on va parler maintenant de monnaie souveraine. Alors je pense qu'une grande partie de la salle était déjà présente lors de la dernière présentation qui expliquait la méthode de création monétaire par les banques commerciales. Petite précision, tout simplement, contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas la banque centrale, ou en tout cas pas à titre exhaustif, ou l'État qui va décider de la masse monétaire au sein d'une nation, mais ce sont bien les banques commerciales et leur volonté de prêter aux particuliers qui vont déterminer la quantité totale de monnaie. On ne va pas revenir sur l'héritage de la monnaie en tant que telle, sur ce que ça représente. On parle évidemment de confiance, ici de reconnaissance de dette, et non pas d'une valeur intrinsèque, ce que certaines personnes distingueraient entre monnaie et argent, par exemple. Donc la monnaie en tant que telle n'est pas une réserve de valeur, c'est avant tout un outil d'échange, un outil qui permet de reconnaître que j'ai un pouvoir d'achat potentiel que je peux activer à tout moment. Cette considération est très importante, notamment de par les manipulations sur la banque centrale que je vais vous présenter. D'ailleurs, je vais faire tout oralement parce que je pense que ça permettra à moi-même également de vous expliquer ça de manière la plus, j'espère, pédagogique et claire possible. Auquel cas, il y a un manquement dans la compréhension, on passera aux slides avec des dessins, avec des schémas qui permettront peut-être d'apporter un support visuel additionnel à tout cela. Donc la monnaie, c'est avant tout un outil de travail. Elle permet à la société de pouvoir échanger des choses, de pouvoir effectivement faire valoir sa production d'une manière ou d'une autre. Et à ce titre, on doit la reconnaître comme telle et surtout comme bien public. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir la main dessus. Et c'est donc pour cela que la théorie que je vais vous présenter s'appelle monnaie souveraine. Parce qu'il y a une volonté que ce soit les citoyens, via l'État, qui ait la main sur, évidemment, décider de ce qu'est la monnaie de cours légale. On pourrait dire que c'est toujours à l'heure actuelle l'État qui effectivement décide de cela, même si maintenant, évidemment, il s'agit des institutions européennes. Mais par contre, on voudrait reprendre en main tout le concept de création et de distribution de cette monnaie. Alors j'avais présenté la dernière fois tous les aspects négatifs qui découlaient de la création monétaire par les banques commerciales. C'est-à-dire qu'en ayant la possibilité d'étendre le crédit tel qu'elles le sentent, elles vont pouvoir créer des bulles, très simplement. Tant qu'il y aura, en tout cas, tant que le secteur bancaire va sentir qu'il a la possibilité d'accroître ses profits en émettant du crédit et donc de la monnaie, je rappelle, et d'ailleurs j'aurais peut-être dû commencer par cela, que les dépôts, vos dépôts dans les banques commerciales sont des dettes pour la banque. Lorsque la banque émet un prêt, un crédit, très bien, cela va créer donc une dette à son passif, qui sera votre dépôt, et en contrepartie de cela, elle aura un actif, le fait que vous ayez signé sur un bout de papier que vous alliez vous engager à rembourser ce montant durant les 20 prochaines années, par exemple, actif qu'elle pourra ensuite évidemment utiliser sur les marchés financiers, on va y venir dans un instant. Alors c'est évidemment un pouvoir très concret, c'est-à-dire que la masse totale de la monnaie dans la société est déterminée par cette simple action. Ça veut dire également que les banques vont pouvoir choisir de la manière dont elles allouent le crédit. Si vous avez une chouette petite entreprise qui va peut-être révolutionner la manière dont on produit la nourriture de manière écologique dans notre pays, que la banque décide que vous n'êtes pas viable, que vous n'êtes pas fiable, jamais votre projet ne pourra voir le jour.
Si par contre vous êtes une multinationale qui souhaite forer dans la calotte glaciaire et que vous avez effectivement la confiance de cette banque, vous aurez votre financement. Donc il y a un impact direct sur la manière dont on dessine notre société, de par le fait que ce soit les banques qui aient la première décision d'allocation de la masse monétaire dans la société. On pourrait ajouter à cela, je ne vais en prendre que deux, mais si j'en avais exposé toute une série la dernière fois, la procyclicité de la monnaie. J'ai expliqué comme quoi les accords de Bâle, par exemple, limitaient, ou en tout cas soi-disant limitaient la possibilité de création monétaire par les banques commerciales. En réalité, cette limitation n'est effective qu'en cas de récession, c'est-à-dire au moment précis où on n'a pas besoin de restrictions, où on voudrait, à contrario, ajouter de la quantité de monnaie. N'oubliez pas ici qu'on parle bien de monnaie comme étant l'outil qui permet les échanges au sein de la société. Et elle n'a pas de valeur intrinsèque en soi. Elle ne sert qu'à effectivement transférer des valeurs, mais elle n'a pas de valeur, elle, intrinsèquement. Et donc cela crée effectivement ce qu'on appelle la procyclicité des cycles économiques, c'est-à-dire que lorsque tout va bien, elles vont avoir tendance à créer des bulles, notamment dans l'immobilier, en prêtant à tout va, et ce sentiment de confiance envers l'économie va être renforcé par le fait qu'effectivement, le plus elles prêtent pour l'immobilier, plus le prix des maisons va monter, plus ces actifs sont donc rentables, et ainsi de suite. C'est l'hypothèse d'instabilité d'Hyman Minsky, je vous conseille effectivement de lire, c'est extrêmement simple et pourtant très parlant. Et donc, à contrario, lorsque nous avons une récession, celle-ci va être concentrée d'autant plus par ce qu'on pourrait appeler un credit crunch, quand les banques vont avoir plutôt tendance à s'asseoir sur leurs réserves et donc à ne pas relancer l'économie en prêtant que ce soit aux ménages ou que ce soit aux entreprises, ce qui permettrait effectivement de redynamiser l'économie et donc de participer pas à pas à la relance. Évidemment, tout cela fait suite à l'explosion d'une bulle qui n'aura pas pu être contrôlée, et évidemment l'exemple de 2007 sur lequel je vais revenir dans un instant, par les règles dites prudentielles des accords de Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3 et Bâle 4 qui arrivent très bientôt, qui donc se sont avérées inefficaces. Et ensuite, on a, je vais encore en prendre deux en fait, on a cet autre aspect que puisque la banque a elle seule la capacité d'émettre la monnaie, elle émet la monnaie avec un taux d'intérêt qui est attaché. C'est-à-dire que vous-même, si vous faites un prêt immobilier, vous savez très bien qu'il va y avoir un taux d'intérêt qui va donc sur le long terme vous coûter effectivement de l'argent, vous prendre donc votre valeur de travail de manière très philosophique pour pouvoir faire usage de cette monnaie. Notez que la banque a pu réaliser cette opération par le principe de réserve fractionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'a évidemment pas tout cet argent à disposition de manière réelle, elle l'a créé ex nihilo notamment. Et donc, sur cette base-là, elle aurait également pu acquérir ce qu'on appelle des réserves centrales auprès de la banque centrale à moindre coût. D'ailleurs, quand on parle des quantitative easing, et j'y reviendrai dans le cadre de la monnaie souveraine, mais d'une autre manière, évidemment, la banque a la capacité d'acquérir la base, qu'elle va pouvoir démultiplier ensuite, à moindre coût, et ensuite émettre la monnaie dans la société avec un coût supérieur. Et en fait, donc, il y a une rente, il y a une plus-value à avoir ce pouvoir de création monétaire. On pourrait l'appeler le seigneuriage, qui, historiquement, était la plus-value qu'avait le seigneur ou l'empereur à battre monnaie lui-même. C'est-à-dire que si vous preniez un lingot d'or qui pesait, disons, 100 onces, et qu'il vous coûtait 50 unités de travail d'un homme sur un chantier, vous alliez pouvoir découper ce lingot en sans doute au moins 100 unités, pour donc pouvoir vous acheter 100 unités de travail sur les chantiers. C'est peut-être pas l'explication la plus claire, j'y reviendrai si nécessaire. Quoi qu'il en soit, il y a une plus-value à battre monnaie. Cette plus-value a été à travers l'histoire, à travers le temps, la prérogative du souverain, qu'il s'agisse du roi, de l'empereur ou de toute société dominante. Elle est aujourd'hui passée dans les mains du secteur financier et donc des banques. On pourrait dire que c'est une nouvelle forme de domination moderne, mais on en discutera peut-être plus tard. Et enfin, il y a un autre aspect à prendre en considération qu'on appelle l'aléa moral. L'aléa moral, ou moral hazard, pour les anglophones qui sont dans la salle, parce que vous retrouverez très souvent ce terme. Et découle de cela deux phénomènes. Tout d'abord, la banque, elle est détentrice de deux biens publics. C'est la gestion des moyens de paiement et la garde des dépôts. C'est-à-dire que pour la plupart des personnes ici, nous avons notre argent en banque et également, elles vont nous permettre, les banques, par la simple réalisation des transactions lorsqu'on lui commande, de réaliser les transferts d'argent de A à B, à C, à D, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que fonctionne toute économie de marché et c'est absolument indispensable.
On ne peut d'aucune manière se passer de cet outil dans la société, et c'est bien ce qui rend ces banques absolument intouchables. Et on l'a vu évidemment à la suite de la crise, il nous est inconsidérable, on ne peut absolument pas considérer de laisser les banques faire faillite, notamment celles qui sont too big to fail, celles qui sont dites systémiques et qui, dans leur chute, entraîneraient l'ensemble du secteur financier. On se retrouverait évidemment en quelques jours avec des cailloux et des pierres et à casser les portes des magasins pour se fournir en nourriture, puisque toute forme d'échange deviendrait impossible si le système des paiements était totalement frisé. On peut d'ailleurs imaginer, j'espère que ce sera ma dernière intervention pseudo-politique, que cela faisait partie des leviers de négociation dont disposait la Troïka avec la Grèce, bien évidemment, sur le maintien dans la zone euro et sur l'acceptation des dispositions d'austérité qui ont été proposées. Voilà, donc on a couvert un petit peu quelles étaient les difficultés du système actuel, et bien évidemment, la monnaie souveraine que je vais vous présenter, qui est un concept académique. Hein, donc ça n'a pas été écrit la semaine dernière sur un coin de table, c'est quelque chose qui est documenté dans le secteur académique, qui évidemment fait partie d'une lecture hétérodoxe de l'économie, donc on ne retrouvera pas ça chez, comment dire, les économistes du FMI, quoique, puisqu'il y avait un rapport qui avait fait plutôt grand bruit, qui s'appelle The New Chicago Plan, si je ne me trompe pas, de Kumhoff et Bennes, qui reprenaient en fait les anciennes théories du début du siècle, d'Irving Fisher notamment, comme je l'ai cité, du 100% monnaie, et qui retravaillaient cette théorie pour la rendre plus accommodante relativement à la situation actuelle, et cela a évolué, donc avec le 100% monnaie, la monnaie pleine et la monnaie souveraine, et toutes ces dispositions qui vont garantir que les différentes problématiques que je viens de citer ne soient plus présentes. Donc, comme je l'ai dit, souveraine, parce qu'elle souhaite reprendre dans les mains du législateur, donc de l'État, et donc, moyennant démocratie, dans le citoyen, bien évidemment. Et à ce titre, on va modifier tout un tas de choses. Alors, dans ce que je vais vous présenter, on s'imagine évidemment en tant que Dieu superpuissant qui avons la capacité de légiférer sur toutes les questions économiques possibles, et on reviendra sans doute dans les questions sur la difficulté de mettre cela en place dans le cadre actuel. Et c'est d'ailleurs le bon moment pour réaliser la comparaison avec les monnaies locales, qui ont tout un tas de vertus comme elles ont été présentées, mais qui ne souhaitent pas fondamentalement cette problématique à laquelle nous faisons face, qui est issue de la création monétaire par les banques. Par contre, on peut les utiliser aujourd'hui et déjà avoir un impact sur la société aujourd'hui, donc avec ce mini bulletin de vote. Tandis qu'avant que la monnaie souveraine soit mise en place, il y a peut-être encore de l'eau qui va couler sous les ponts, mais c'est déjà bon d'avoir un plan sur lequel on peut se reposer pour voir si un jour la possibilité arrive, qu'est-ce que l'on pourra faire. Alors, repartons de 2007, repartons de la crise financière. Donc on se souvient tous de la manière dont ça a évidemment impacté nos sociétés, mais repartons de la manière dont elle s'est déclenchée dans un premier temps. Tout d'abord, c'est par le manque de restrictions du législateur sur les banques dans la capacité pour elles de créer de la monnaie que les premières bulles se sont créées. Alors on a ajouté à ça évidemment ce qu'on appelle la chaîne de titrisation qui impliquait que les banques qui allaient fournir des prêts allaient les packager, allaient en faire des beaux produits financiers pour les vendre directement. C'est-à-dire qu'elles ne portaient plus, et c'est évidemment l'impact majeur de ce principe, il y avait tout un tas d'intervenants, du broker sur le terrain, à l'institution financière, à celle qui allait l'assurer et ainsi de suite, elles ne portaient plus les conséquences de l'échec, du défaut de ces crédits immobiliers. Alors évidemment, il y a un cas, encore une fois ici, d'aléa moral majeur, puisque indépendamment du résultat du produit, il y allait avoir donc un bénéfice pour la banque, mais très certainement une perte pour quelqu'un en bout de chaîne. On se rappelle d'ailleurs du scandale Goldman Sachs qui vendait lui-même des produits subprime, donc qui étaient packagés, ensuite tamponnés AAA par les agences de notation. Voilà, les agences de notation, tout à fait, avant donc effectivement d'être revendus avec des petits commentaires disant que c'était des produits junk, voilà, à très faible qualité. Alors, à la suite de cette crise, donc effectivement, on connaît comment cela s'est passé, on se rend compte que ces produits financiers n'ont en réalité aucune valeur, défaut majeur dans toutes les banques. Comme je l'ai expliqué, l'aléa moral nous impose de devoir sauver ces banques, jusqu'à ici en Europe, où nous avons dû donc mettre la main à la poche, nous le contribuable, donc encore une fois, cas d'aléa moral, où nous devons payer pour aucun risque que nous avons pris et pour aucun bénéfice que nous avons reçu. Ensuite, donc,
On sait que l'austérité a suivi puisque le sauvetage a donc ensuite déclenché la crise des dettes publiques. On s'est rendu compte, tiens donc, maintenant qu'on a sauvé les banques, on se retrouve nous dans une difficulté sévère, mais c'est pas tout. Il y a différentes difficultés qui ont empêché la relance des États. Et c'est notamment la question du surendettement. Parce que, comme je l'ai dit tout au début, les banques ont tout intérêt à systématiquement étendre le crédit le plus possible. Plus elles étendent leur bilan, plus à taux de profit égal par actif donné, on pourra préciser ça, elles vont réaliser plus de profit pour une quantité de capital égale, et donc c'est leur intérêt premier, c'est de grandir. Et c'est d'ailleurs ce que ces institutions elles-mêmes disaient lorsque les régulateurs ont essayé d'intervenir, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour dire vous devez arrêter d'être aussi grand, d'être aussi grosse. Mais les managers, puisque maintenant les banques évidemment ne sont pas détenues par des personnes physiques que l'on s'est pointé du doigt, il n'y a que des fonds d'investissement derrière, ça s'appelle la financiarisation de la société, c'est bien cela, et ceux qui sont en tête de ces institutions financières sont des managers qui ont donc des critères très précis par lesquels ils doivent travailler, et l'un de ces critères, en plus de la rentabilité évidemment au quotidien, trimestre par trimestre, c'est bien de grandir, car ils savent, et d'ailleurs cela est intégré dans les calculs de sauvegarde et des compagnies d'assurance et ainsi de suite, et de rentabilité de la banque, qu'elles seront à terme sauvées. Donc on est face à une problématique du système bancaire qui a conduit à un surendettement de la société d'une manière générale. Parce qu'à force de donner des crédits à tout le monde, c'est une évidence qu'il y a plus de dettes dans la société. Lorsque la crise frappe et que la valeur globale des actifs diminue, la quantité de dette, elle, ne diminue d'aucune manière, elle n'est pas corrélée bien évidemment à la valeur de l'actif, et donc on se retrouve avec une partie de la population qui détient plus de dettes qu'elle n'en voudrait bien évidemment, particulièrement par rapport aux actifs dépréciés qu'elle avait. Et le problème, c'est que ça empêche la relance, puisque plus les gens sont endettés, et évidemment on parle de partie de la population bien précise, on ne parle pas du top 0,1%, qui lui n'en a eu que faire et qui sans doute même a profité de la chose, j'avais dit que j'arrêtais, mais bon tant pis. Il y a également toutes les, on va dire, les 8 derniers déciles de la population qui se retrouvent avec une solvabilité inférieure, détenant des taux de dette toujours plus élevés, et qui est donc évidemment dans l'impossibilité, vous l'avez entendu 100 fois ces dernières années dans les journaux télé, de relancer la consommation, de consommer. Alors, quelle a été la magnifique solution prévue par nos dirigeants? C'était de faire des assouplissements monétaires, comme je le disais, donc d'apporter plus de cash aux banques pour qu'elles recommencent à prêter aux gens, et donc refaisant par là même de la dette pour essayer de relancer l'économie. Donc évidemment, on marche sur la tête, puisqu'on essaye de résoudre le problème avec la même difficulté que nous avions eue au début. Alors, spoiler, désolé, mais le principe même de la dette souveraine consiste à créer de la monnaie sans contrepartie de dette. Je vais évidemment rentrer dans les détails. Alors, quels sont les outils qui sont à la disposition de l'État, donc de la société, pour pouvoir contrer les périodes de crise? Il y en a deux principales. Il y a la relance fiscale ou la relance monétaire. La relance fiscale, c'est, je veux dire, le keynésianisme de base, c'est on fait des dépenses d'infrastructures, d'investissements dans la société de manière générale pour remettre les gens au travail, et donc fatalement, il y a plus de monnaie qui circule entre les individus, entre les particuliers, et cela peut ramener petit à petit à une situation de croissance, et on peut imaginer que l'État, fort proche de son bilan de déficit surplus, le récupère par la suite. Il va sans dire que le six-pack européen et toutes les autres dispositions qui ont été prises empêchent cela de la manière la plus radicale, avec même maintenant des sanctions financières qui pourraient potentiellement être appliquées dans les États. Même si évidemment tous ces accords ne s'appliquent que lorsqu'ils ne mettent pas l'ensemble du système européen et eurozone en danger, c'est une évidence. La deuxième option pour relancer l'économie, c'est ce qu'on appelle la relance monétaire, ou en tout cas faire usage de politique monétaire. Alors, elle peut être de deux pendants différents. Depuis les années 80, avec la montée en puissance, notamment aux États-Unis, de l'école de Chicago de Milton Friedman, on a vu que l'optique était de ne faire usage exclusivement du taux d'intérêt. Diminuons le taux d'intérêt, rendons le coût d'acquisition du capital pour une période donnée moins cher, et donc on va inviter les gens à investir, et donc effectivement à réaliser plus de projets et à relancer l'économie par ce moyen-là. Comme vous le savez, tous ces taux, que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en Europe, ont atteint des planchers, et pour aucun résultat probant à montrer dans l'économie.
Mais cela, évidemment, cache une autre utilisation qui peut être faite de la politique monétaire, qui est évidemment la relance monétaire, avec tout simplement la création de monnaie, par l'État ou évidemment par par la Banque centrale. Alors là, je vais vous parler directement de ce qu'est la monnaie souveraine. Évidemment, il existe une littérature exhaustive sur le sujet, vous comprendrez, et sans doute que vous m'en remercierez, que je ne passe pas tout cela en détail. On va juste voir quels sont les quelques points précis par lesquels on met cela en place. Et évidemment, ce sera mon plaisir de répondre à vos questions juste après. La première chose, c'est de créer une quatrième branche du pouvoir, c'est-à-dire d'accorder des droits, ce qu'on pourrait appeler un comité de création monétaire, ça pourrait évidemment être des banquiers centraux, des académiciens de toutes parts, peu importe sa constitution, tant qu'elle est démocratique et bien intentionnée, et évidemment il faudra mettre en place ces règles pour s'assurer que ce soit le cas. Alors je vais vous expliquer le processus par un exemple, tout simplement. Imaginez que l'État ait la volonté de réaliser une relance monétaire. Elle pourra ensuite faire un plan qu'elle soumettrait à ce comité, indiquant dans quelle partie de la société elle va tout simplement faire usage de cet argent. Donc dans un premier temps, elle pourra dire, voilà, je vais tout simplement donner un dividende à tous les citoyens. 1 000 € par personne, on ne discute pas. Je vais réaliser des dépenses d'infrastructure. Je vais également investir dans des petites sociétés ci et là. Cela, on pourra effectivement en revenir plus en détail. Et en fait, c'est sur base de ce plan qu'un ensemble d'économistes et de statisticiens, et peu importe à vrai dire la composition de ce groupe, pourra déterminer quelle masse monétaire va être fournie à l'État. Alors comment cela va être fourni à l'État? Eh bien parce qu'on aura modifié le système de création monétaire actuel pour pouvoir assurer que la Banque centrale puisse fournir directement à nos gouvernants les moyens de ses ambitions, sur base évidemment d'une projection d'inflation qu'elle voudra atteindre, sans évidemment flamber et créer, faire marcher la planche à billets à tout va. Alors pour le fonctionnement précis du système, ensuite de manière économique, on va tenter ça sans balance comptable pour une bonne raison. Aujourd'hui, la Banque centrale, donc, comme vous le savez, elle est composée d'un actif et d'un passif comme tout. Lorsque elle a mis des billets, quand elle crée des billets de banque, eh ben, elle va le créer comme actif, qui sera une réserve centrale qu'elle pourra ensuite échanger avec les banques commerciales, et en contrepartie de ça, une forme de dette qui sera la création des billets. Évidemment, cela est un héritage de l'âge où on pouvait récupérer, échanger notre monnaie pour de l'or. Aujourd'hui, derrière ces dettes de la Banque centrale, il n'y a rien en réalité. Donc il n'y a aucune raison logique pour que, en tout cas sur cette partie-là bien précise, la Banque centrale fasse usage d'une comptabilité à entrée double. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et cela fait évidemment lien avec ce que je vous ai dit tout au début, que la monnaie n'a pas de valeur intrinsèque. C'est un outil, c'est l'huile des rouages d'une machine. Ça n'est en rien la machine elle-même, ou ça n'est pas l'essence qui passera dans le moteur. Absolument pas. C'est tout simplement un outil de travail. Et donc à ce titre, l'idée de la monnaie souveraine, c'est de mettre autant de cet outil dans la société qu'il est nécessaire, indépendamment de qui va l'acheter, quoi ou comment. Et donc ce comité de création monétaire va tout simplement évaluer quelle est la quantité optimale de monnaie qu'il faut dans la société et va ensuite le donner au gouvernement. Alors pour les comptables ici qui frétillent un petit peu, on peut évidemment imaginer l'émission de bons d'État, de coupons à taux zéro et sans date de maturité. Ça, vous avez quelque chose à écrire dans la ligne comptable, même si au final ça ne change absolument rien. Donc sur cette base-là, on va ensuite réaliser quelques modifications au sein des banques commerciales. Comme vous le savez, elles peuvent aujourd'hui faire usage de ce pouvoir de réserve fractionnelle et ne pas avoir en coffre l'ensemble de la monnaie qu'elles ont, l'ensemble des créances que vous avez à la banque, c'est-à-dire ces dettes, c'est-à-dire vos dépôts. En gros, vos dépôts ne sont pas couverts par des liquidités à l'heure actuelle. Donc, on va procéder à une petite manipulation. Alors, celle-ci, je la ferai peut-être diffuser si jamais elle n'est pas très claire, mais elle n'est pas particulièrement compliquée non plus. Restez avec moi. Toutes les banques commerciales ont des dettes. Très bien. L'ensemble des dettes, de ces dettes, ce sont vos dépôts. Ben, très simplement, on va prendre tous vos dépôts des banques et on va les mettre à la Banque centrale. Étape numéro 1. Donc, évidemment, pour les banques, c'est jackpot. Elles se sont débarrassées de toutes leurs dettes sans contrepartie. Évidemment, on ne va pas les laisser s'en tirer à si bon compte. On va remplacer
l'ensemble de ces dettes dépôts par ce qu'on peut appeler, peu importe le nom, des dettes de reconversion. C'est-à-dire qu'on va leur donner, ben voilà, on a l'argent de vos déposants maintenant à la banque centrale, et ensuite vous avez maintenant des dettes que vous devez rembourser à l'État. Évidemment, il serait tout à fait logique, mais ça c'est un détail technique, d'avoir une maturation sur ces dettes de reconversion qui correspondent au portefeuille de crédit qui a été accordé par les banques. Ça c'est juste pour assurer qu'on n'écrase pas les banques non plus juste derrière. Et on pourrait même être très clément à ce niveau-là. Alors, entre parenthèses, cette manipulation, qui est évidemment tout à fait, à partir du moment où on s'en donne les moyens, tout à fait réalisable, permettra à la société de récupérer l'entièreté du seigneurage qui a été acquis par les banques, si pas tout au long de l'histoire, en tout cas, d'une manière générale, la plus-value qu'elles ont pu réaliser en utilisant ce pouvoir de création monétaire sera remboursée petit à petit, à force que leurs actifs maturent, à force qu'elles vont rembourser ces dettes de reconversion à l'État. Ou pardon, à force qu'elles vont rembourser ces dettes de reconversion à la Banque centrale, qui ensuite pourra effectivement la diffuser à l'État. Notez qu'en procédant de la sorte, cette opération précise ne modifie en rien la quantité de monnaie dans l'économie. Cela a été fait précédemment, comme je vous l'ai indiqué. Alors, il faut que la société continue à tourner. Il faut que les banques puissent continuer à émettre du crédit pour que l'on puisse avoir nos projets qui se réalisent, pour qu'on puisse acheter la maison de nos rêves et ainsi de suite. Alors, comment vont-elles faire? Tout d'abord, elles ont évidemment perdu, via cette nouvelle législation, le droit de créer des dettes, de créer des dépôts sans contrepartie. Elles vont donc être obligées d'attirer les dépôts des gens dans des comptes d'investissement bien précis. Je m'explique. Tout votre argent, tous vos dépôts sont maintenant à la Banque centrale, comme je vous l'ai expliqué. Les banques commerciales vont réaliser la gestion de ces dépôts. C'est-à-dire que donc, votre argent, il est à la Banque centrale. Il est intouchable. Si votre banque fait défaut, on s'en fout. Si elle s'écroule, tant pis pour elle, elle perd juste son capital, mais vous avez toujours votre argent qui est en sécurité à la Banque centrale. Un coup de fil, vous passez de la banque A à la banque B, qui elle n'a pas eu de problème, elle va maintenant s'occuper de la gestion, de l'administration de ce compte, tandis que lui est toujours bien en carte à la Banque centrale. Et comme je le disais, c'est là où évidemment je voulais en venir, il y a une nécessité dans la société d'apporter du financement, de l'investissement. Et donc chaque citoyen pourra proactivement décider soit de laisser l'entièreté de son argent sur ces comptes que l'on appellerait des comptes de transaction, qui ne servent qu'à réaliser les transactions, donc comme expliqué, ou des comptes d'investissement. Et c'est là que se trouve toute la plus-value de la théorie de la monnaie souveraine, c'est sur la manière dont on va traiter ces comptes d'investissement. Et c'est par là notamment que l'on soigne toute une série des mots que j'ai décrits plus tôt. Quand vous allez décider de mettre, par exemple, vous avez 1 million en banque, chance pour vous, vous décidez d'en mettre un demi en pâture dans un compte d'investissement. Donc vous allez évidemment avoir l'œil à garde pour savoir quel va être l'usage de cet argent que va réaliser la banque. Parce que là maintenant, il y a un changement très important qui a été réalisé, c'est que ce compte d'investissement sur lequel vous aurez mis l'argent ne sera plus, lui, à la banque centrale. Il sera effectivement directement placé à l'actif, et donc effectivement également au passif, de la banque commerciale. Donc on retourne par cela dans l'ancien système, si j'ose dire, mais avec une parité 1-1, donc de là que vient évidemment monnaie pleine également, entre l'argent qui est mis en pâture dans les comptes d'investissement auprès des banques commerciales, tandis que vous avez, donc pour répéter et être sûr que tout soit bien compris, gardé votre autre demi-million en caisse, à la banque centrale, il est donc toujours intouchable. Alors la plus-value de la monnaie souveraine, c'est que quand vous avez donc décidé, et c'est extrêmement simple, vous pouvez tout simplement imaginer qu'il s'agit de votre compte courant et de votre compte épargne. C'est exactement pareil. Donc vous pouvez par un transfert directement dire « Ah ben non, finalement, j'ai plutôt mettre sur mon compte épargne ». La différence majeure va être que l'on va demander aux banques très précisément d'indiquer quelle va être la teneur des investissements qui seront réalisés sur base de cet argent. Les particuliers également seront bien au fait que cet argent n'est en rien garanti par l'État. Ben oui, on garantit déjà les comptes de transaction qui, eux, sont détenus à la Banque centrale. Donc lorsque vous prenez un risque, vous le prenez en le sachant très bien, en accord avec la banque, et c'est pour cela que la banque devra fournir très précisément quelle est la part de risque qui est soutenue par elle, et quelle est la part
de risque et également de profit, dans les deux scénarios de réussite ou d'échec de l'investissement, qui sera donc imputé au client. Et avec cette méthode-là, on élimine l'aléa moral, puisque sur base de cet investissement, la banque et le client sont dans le même bateau très précisément, et en imposant certains critères qui doivent être présentés au client, on assure très clairement que chacun sache dans quoi il s'engage. Et donc ça empêche évidemment l'effet casino de la banque, où il joue en arrière-cour sur base de nos dépôts. Ça empêche, ça nous évite de devoir sauver les banques en cas d'échec, puisque chacun aura pris ce risque sciemment, et donc on pourra, dans ce cas de figure, laisser libre cours aux activités bancaires tant qu'elles sont effectivement bien précises en termes d'utilisation de ce compte d'investissement. Est-ce que ce n'est pas un approfondissement de ce qui existe déjà? Parce que maintenant, le consommateur de biens bancaires, si je puis dire, doit avoir une certaine connaissance. Bon, il est censé avoir une certaine connaissance, il doit remplir un papier, etc. Je vais sur la Théodos, le minimum, donc c'est un approfondissement de ça. Alors, la différence majeure, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, la banque, elle prend des risques avec l'ensemble des actifs. C'est-à-dire que même la personne qui a des dépôts... Donc, effectivement, il n'y a pas de différence majeure. Mais je vais y revenir, sur base du compte d'investissement, quand on le voit, la différence, elle est dans ce qui n'y est pas. Et tout l'argent qui est dans les comptes de transaction, lui, n'est plus utilisé par la banque à titre spéculatif. Elle ne fera plus de produits financiers avec cela. Donc c'est tout aussi intéressant de penser à ce qui n'est pas dans ces comptes d'investissement que de penser à l'utilisation même qui est faite du compte d'investissement. Mais si c'est un leurre de penser qu'il y ait une majorité d'investisseurs qui soient qui investissent en totale connaissance de cause sur quels sont les produits, quels sont les risques effectivement utilisés par les produits, c'est un des gros problèmes qui a été issu de, comme je l'ai expliqué dans mon exemple avec Goldman Sachs, où eux vendent des produits en garantissant un taux de rentabilité, en assurant que ce sont des produits extrêmement sûrs, avec le tampon AAA dessus, et derrière il s'avère que non, ce sont des produits à haut risque, qui avaient donc au moment de leur vente à AAA une faible rentabilité en plus, donc c'était une perte totale pour le client, pour celui qui est en bout de chaîne, pour le pigeon. Vous avez une autre question? En quoi la séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement n'est pas suffisante? Une réglementation qui est connue sous le Glass-Steagall Act. Tout à fait. Pas sûr de ce que ça veut dire d'ailleurs. Mais si vous pouvez juste clarifier ce... Alors Glass-Steagall, c'est les noms des deux députés qui avaient proposé la bill dans les années 30. Alors effectivement, donc la séparation bancaire est extrêmement proche de ce qui vient d'être expliqué ici. À vrai dire, elle est incluse par défaut dans cette nouvelle méthode de gestion. La séparation bancaire est effectivement utile pour empêcher l'aléa moral, mais elle ne soigne pas les autres problématiques que je vais adresser dans un instant. Donc c'est effectivement, c'était une excellente idée qui a fonctionné extrêmement bien, assurant que lorsque les investisseurs se rassemblaient autour de la table, ils savaient qu'ils prenaient 100% des risques, qu'il n'y aurait pas de sauvetage de par l'État qui arriverait derrière, et donc c'était en tout cas une meilleure avancée que ce que nous avions avant, ou de ce qu'il y a eu après, puisque le Blakely Act, je pense, avait éradiqué cela sous Clinton, avant qu'ils nous remettent le Dodd-Frank Act maintenant, qui faisait une page à la base, et une fois que les lobbies sont passés dessus, en faisait 28, et est devenu totalement incompréhensible pour des raisons évidentes. Les autres plus-values qui découlent de ce nouveau système, parce que finalement on en a quasiment déjà fait le tour, c'est relativement simple dans sa construction initiale, et on peut évidemment épiloguer sur différents petits points. Moi je vais plutôt vous parler de manière positive des avantages que l'on en retire. Tout d'abord, par rapport aux inégalités. Je commençais par celui-là, totalement au hasard, sans flux bien déterminé. Avant, nous avions l'obligation de louer toute la monnaie qu'il y avait dans l'économie. À l'heure actuelle, donc avec ce système, donc ça veut dire que l'entièreté de la masse monétaire qui est dans l'économie, même si on peut discuter à la frontière si on arrive à 100%, si on a un 99,8, peu importe, est louée aux banques d'une certaine manière, puisqu'il y a toujours derrière un taux d'intérêt qui a été demandé sur cette émission monétaire. Via l'émission monétaire souveraine, donc par la Banque centrale, par la mécanique que je vous ai expliquée, avec le comité de création monétaire, qui octroie un certain montant au gouvernement. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait l'étape importante de demander d'abord au gouvernement ce qu'il comptait faire de l'argent, avant de lui dire, du coup, pour atteindre les 2% d'inflation, voilà combien vous avez, parce que la manière dont tu utilises l'argent va être déterminant pour le taux d'inflation.
Le déterminant majeur d'ailleurs qui garantit, parce que c'est la critique traditionnelle, puisqu'il s'agit ici presque finalement d'une monétisation du déficit public, et on pourrait même dire donc de la dette à terme, mais il n'y a déjà d'abord pas de problème précis à cela, c'est juste qu'on a en souvenir les abus qui ont été réalisés de ce système. Voilà pourquoi d'une part on crée ce comité de création monétaire comme étant une quatrième branche de pouvoir, hein, dans le sens de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, bien évidemment, dans le sens où il n'y a pas de lien entre législatif, l'exécutif, le judiciaire et ce pouvoir de création monétaire, pour assurer donc son indépendance et qu'il ne fasse pas le jeu des politiques par cette création monétaire. Élément clé, cette nouvelle création monétaire est faite sans contrepartie de dette. Et donc à terme, on pourrait éliminer dans une certaine mesure, la dette qu'il y a dans la société, en tout cas chez les privés. Chaud. Donc, on va pouvoir petit à petit alléger ce fardeau et donc assurer la reprise économique. Il y a d'autres éléments qui sont à prendre en considération. Tout d'abord, on va pouvoir éviter les bulles immobilières par le simple fait que l'État, le gouvernant, pourra décider des critères des comptes d'investissement, comme je l'expliquais. Donc les gens mettent sciemment leur argent sur des comptes d'investissement, sachant qu'ils vont servir à réaliser des investissements, excusez-moi, mais le gouvernement, le dirigeant pourrait dire, voilà, on va limiter la part que les banques vont pouvoir allouer à l'immobilier, par exemple. Il y a d'autres effets correcteurs, mais qui sont un peu plus compliqués à présenter ici, et il me reste 4 minutes 30, donc je vais faire au maximum. Un des aspects que j'apprécie le plus dans cette dynamique, c'est qu'on va pouvoir, et évidemment on s'imagine ici dans une société totalement démocratique qui a la volonté de le faire, puisqu'on a repris aux banques leur capacité de création monétaire, on peut, tant qu'on y est, également leur retirer leur totale discrétion dans l'allocation des capitaux qu'elles vont réaliser dans la société. En disant par exemple, on pourrait tout d'abord marketer certains produits d'investissement et l'obliger comme tel par les banques, tous ceux qui seront socialement responsables, qui seront écologiquement responsables. Je pense, comme d'ailleurs c'est expliqué en 900 pages dans le livre de Naomi Klein, Tout peut changer, que de toute façon, toute mesure qui permettra de sauver la planète va passer par soigner l'économie. Et si j'ai utilisé l'exemple tantôt, évidemment, des prêts accordés aux compagnies d'énergie fossile pour creuser dans la calotte glaciaire, ce n'est pas un hasard, c'est exactement ce qui se passe. Et si on veut empêcher cela, il faudra d'abord reprendre la main sur les cordons de la bourse, c'est évident. Ok, finalement, tout le reste était un peu redondant par rapport à ce que j'avais dit, donc on peut effectivement en rester là petit à petit. Il y a d'autres avantages qui découlent de la manipulation, si j'ose dire, en tout cas du cadrage de ces comptes d'investissement, de bien déterminer qu'est-ce qui va être dedans, quels sont les indicateurs économiques qui devront être présents pour le particulier, pour assurer, parce qu'évidemment les comptes de transaction détenus à la banque centrale et absolument intouchable, qui n'aurait pas d'atteinte en cas de crise, ce qui évidemment nous fait économiser tout ce qui est sauvetage bancaire, qui va inviter les banques à être beaucoup plus propres dans leurs activités, car en cas d'échec, elles pourraient tout simplement fermer à tout jamais, parce que les gens qui savent maintenant qu'ils prennent un risque très précis en investissant d'une manière ou d'une autre, n'auraient plus confiance en cette banque. Tout ce qui est fonds de garantie des dépôts, on s'en moque effectivement, soit l'argent il est 100% safe, soit il est effectivement mis en danger, mais avec rémunération, bien évidemment, dans les comptes d'investissement. Donc, voilà pour l'ensemble de la manière dont on peut soigner les maux que j'ai précités au début de la présentation dans notre société, et la mécanique relativement simple de mise en place d'une telle mesure. Alors, notez qu'il y a 2 étapes clés. Il y a le shift du jour au lendemain qui devra être réalisé, en parenthèse sans doute un dimanche, où l'on va faire toutes ces manipulations qui permettront ensuite le lundi même de reprendre l'activité telle qu'elle, et ensuite 25-30 ans pour que toutes les dettes de conversion aient entièrement maturé. Notez que par la même occasion, l'effet de levier des banques est maintenant retiré, et donc le risque systémique, en plus de ne pas avoir besoin de les sauver, n'est plus présent, puisqu'il n'y a pas eu d'extension monétaire qui a été réalisée de leur part, et à leur discrétion. Toute extension bilan se fera via les comptes d'investissement, et à force qu'elles vont repayer les dettes de reconversion, vous vous souvenez, quand on a pris tous vos dépôts, qu'on les a mis à la Banque centrale, on leur a donné à la place de dettes de reconversion.
qu'elles vont devoir rembourser ensuite à l'État. Au fur et à mesure qu'elles vont faire ça, évidemment, leur bilan va s'amoindrir. Et donc, elles vont gagner en stabilité. Et ce sont les 3 points majeurs qui découlent de la monnaie souveraine. C'est la sécurité, la stabilité et le retour des profits du seigneurage dans les caisses du contribuable. Notez, je termine là-dessus, pour vous mettre l'eau à la bouche si je peux me permettre, que des calculs ont été réalisés, encore une fois des calculs académiques, par des professeurs émérites que je pourrais vous citer après si ça vous intéresse, pour savoir quel serait en pourcentage de PIB, combien nous récupérerions en cas de dette de reconversion qui serait repayée à l'État. En Europe, d'une manière générale, on tourne autour des 55%, aux États-Unis 50%, donc ce serait toute cette partie de dette que l'on pourrait choisir de liquider, bien évidemment, ou on pourrait en faire un autre usage, parce que les bons d'État gardent tout de même une valeur économique en termes pratiques, hein, parce qu'ils servent évidemment de safe asset, si je me permets. Et bon voilà, je pense que je vais en rester là. Oui, on a couvert tous les points, tous les bonus, donc voilà. J'espère que ça vous a été clair. Au cas où ça ne l'est pas, évidemment, je suis prêt à prendre vos questions. Le dernier point, les 55%, ah oui. Je n'ai pas compris ce que c'était. Ok. C'est l'ensemble des encaisses. Non, alors, donc, comme je l'ai dit, tous vos dépôts, s'ils étaient maintenant mis à la banque centrale, d'accord? Donc ils sont mis en sécurité dans un premier temps. Ensuite, pour pas que les banques fassent une affaire absolument incroyable, puisqu'elles perdraient toutes leurs dettes du jour au lendemain, alors qu'elles gardent tous leurs actifs, on leur met à la place des dettes de reconversion, qu'elles vont devoir repayer au rythme de la maturité de leurs actifs. Et c'est ça le dernier point que je voulais dire, donc merci parce que je pourrai y retourner. La somme totale de ces dettes de reconversion qui seraient repayées aux États représente, en Europe, 55% du PIB. Aux États-Unis, 50%. Alors ceux qui font l'affaire du siècle, ce sont les Anglais et les Suisses. Parce qu'en Angleterre, j'ai recherché le chiffre précis, je l'ai ici, c'est quelque chose comme 120%. Donc toute leur dette est éradiquée et en plus il y a 20% de bonus. Et en Suisse, on est à quelques 250% de PIB, donc c'est évidemment c'est la fête.